avant que ça empire. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas? Exact. Ah, non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça? Toutes les 5 minutes, il y a une bombe ou je ne sais pas quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast 3 Actus Ciné, sinon rien, avec moi pour m'accompagner, Mas. Bonsoir tout le monde. Et Gino. Bonsoir tout le monde. Le principe de l'émission est simple, on commentera 3 actus qui ont secoué les réseaux sociaux, on en débat ensemble dans les cases commentaires, afin que vous puissiez également vous exprimer, nous essaierons dans la mesure du possible d'y répondre. Et ça commence maintenant. Commissaire, on nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces 2 meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire ? Première news dont on va parler, et on a déjà plus ou moins parlé dans une précédente émission, Warner Bros annonce que l'intégralité de son line-up 2021 sera disponible simultanément dans les salles de cinéma et sur la plateforme HBO Max. Cette décision causée par la pandémie ne durera qu'un an avant le retour au schéma classique en 2022. Warner Bros a annoncé que tous ses films de 2021 sortiraient au cinéma et seraient disponibles en simultané sur la plateforme de streaming HBO Max aux États-Unis durant un mois. Une fois le mois passé, le film quittera la plateforme et sera uniquement proposé dans les salles de cinéma. Le studio explique que cette décision sans précédent dans un communiqué, le modèle hybride a été créé en tant que réponse stratégique à l'impact de la pandémie mondiale en cours, en particulier aux États-Unis. Alors, déjà, première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de Warner ? Je t'en prie, Mus. Oh, c'est trop d'honneur, voilà. Je me sens vraiment touché, Gino. Non, mais après, encore une fois, on se met à leur place. C'est vrai que vu le contexte actuel, faire un modèle un peu, comme ils disent, hybride, oui, c'est sûr, pour essayer de sauver les meubles, sauver ce qui peut l'être, mais le problème, c'est que pour les salles de cinéma, le jour où, espérons le plus tôt possible, le jour où on sera revenu à la normale, j'ai peur, moi, qu'ils gardent ce format-là, si ça marche bien, il n'y a pas de raison, et que du coup, les salles de cinéma en pâtissent, et que, in fine, une partie des salles se casse la gueule, quoi, forcément, parce que là, ça va encore une fois diluer forcément les spectateurs, une partie qui iront uniquement au cinéma, et devant leur plateforme de streaming, et d'autres qui n'y ont plus du tout au cinéma. Donc, forcément, c'est les salles qui ont tout à perdre dans cette histoire, quoi, quelque part. Donc, mais il y aura toujours des puristes, comme on l'a dit, comme nous, qui iront toujours en salle pour apprécier les films à leur sortie. Mais bon, moi, j'ai peur quand même que sur le moyen long terme, ça fasse des dégâts. Donc, l'avenir le dira, mais alors, je comprends Warner. Ouais, je précise que cette stratégie, elle est uniquement pour les États-Unis, pas pour les autres. Les autres oui, pays. c'est vrai. Ouais, mais en tout cas, même aux États-Unis, quoi. J'ai peur que les salles quand même se prennent une bonne claque si ça venait à durer, et ça m'étonnerait pas que ça vienne à durer, malheureusement. Donc on verra. Nous, comme on avait dit, ce qui peut protéger un peu nos salles là-dessus, c'est la chronologie des médias, c'est ça, donc qui pourrait sauver les salles, parce que on peut faire de simultané comme ça. Mais c'est vrai que là-bas, ça pourrait faire mal aux distributeurs. Donc on verra bien. Wait and see. Oui, complètement. Je suis d'accord avec ce que tu évoques, Mess. Là-dessus, on est complètement d'accord. Je préfère. Bon, après, sur le côté, comment dire, l'effet d'annonce de Warner me semble pas si imprévisible que ça. À partir du moment où ils avaient annoncé un galop d'essai avec Wonder Woman, ce genre de choses, on pouvait prétendre à ce que ça puisse arriver. Alors, sur l'ensemble du line-up 2021, c'est là où ça me surprend davantage, parce que j'ai cru voir quand même que Matrix 4 sortait cette année, qui est produit par la Warner. Bon, pour The Suicide Squad, on s'en fout un peu, on va dire. On s'en branle tous, je crois, oui. Voilà. Si c'est au même niveau que le premier, bon.
Voilà, c'est pas bien grave. Mais après, moi, où ça peut m'inquiéter, ça peut être l'image de marque que va laisser la Warner après. Est-ce qu'on pourra considérer que la Warner brade un peu son cinéma ? Ou voilà, je pense que les frères Warner, dans leur idée, c'était de proposer du grand spectacle, donc forcément avec les technologies adaptées, ce genre de choses. Donc ça va peut-être à contresens de l'idée du cinéma dont se faisaient les frères fondateurs de ce studio. Voilà, c'est quelque chose qui reste à voir. Après, bon, ça reste pour les États-Unis, mais bon, comme on aime bien copier le modèle américain en pensant que toujours ce sont les plus forts du monde, de toute façon, leur cinéma, ils sauvent la planète et tout, donc ils vont peut-être réussir à sauver les cinémas avec leur système. Voilà, on ne sait pas. Ouais. Mais ouais, non, je suis à la fois étonné, mais pas trop non plus, quoi, si tu veux. Je suis plus étonné pour la durée que ça va prendre de mettre tout le line-up. Je pensais que ça aurait été pendant quelques mois. Peut-être que je me suis dit, ils vont peut-être prendre la décision après Wonder Woman, voir si le succès espéré est rencontré de leur côté. Comme je l'évoquais aussi dans le podcast, on abordait ça. Voilà, Warner a aussi des frais incompressibles en termes de publicité et autres, donc c'est peut-être des charges qu'ils veulent éviter de reporter et sortir leur film. Bon, je le comprends, mais c'est pas une décision qui m'enchante. Oui, sur le long terme, en fait, en tout cas. Alors après, il y a eu un petit peu comme Mylène Farmer, t'es désenchanté, du coup. Tout à fait, exactement. Pardon, Gauthier, je t'ai coupé. On embrasse Mylène. Ouais, mais pour la blague, quand même, j'accepte. Alors, il y a, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, donc Jason Kilar, le PDG de Warner Media, a indiqué que, après avoir examiné toutes les options possibles et vu l'état prévu de la diffusion des films tout au long de 2021, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était le meilleur moyen pour l'activité cinématographique de Warner Media au cours des 12 prochains mois. Nous prévoyons de proposer aux consommateurs 17 grands films tout au long de l'année, en leur donnant le choix de décider comment ils veulent profiter de ces films. Notre contenu est extrêmement précieux. Nous pensons que cette approche sert nos fans, soutient les exploitants et les cinéastes et améliore l'expérience de HBO Max. Alors, pour ma part, moi je pense en tout cas que cette stratégie, j'ai peur et je pense que ce ne sera pas que sur la période Covid-19. En effet, l'idée même de Warner, c'est aussi de tester également, parce que ça va ramener de l'abonnement sur HBO Max, on va pas se mentir. Plus besoin de payer non plus la distribution du film, en tout cas moins que d'habitude. Bref, en tous les cas, ils sont tous bénéficiaires chez Warner. Donc c'est toujours délicat pour ma part, je pense encore une fois que ça peut tuer le cinéma, et si on le faisait en France, en tout cas, oui, ça tuerait le cinéma en France. D'ailleurs, jamais on aurait été aussi proche de la doctrine qui dit qu'avec de matériel home cinéma ou lecteur DVD, qu'on ramène le cinéma à la maison. On est plus ou moins dans la finalité de ce discours, on va dire, quoi. Mais d'ailleurs, juste une autre question également. Est-ce que vous pensez que les autres géants du streaming et studios feront de même ? Disney a déjà commencé avec Mulan, déjà. C'est ça. On peut dire, quelque part. C'est même eux les instigateurs, quelque part, même, d'ailleurs. Parce que c'est alors, petite différence avec HBO Max et Warner, c'est que eux, en plus de ça, c'est vraiment des voleurs, ils rajoutaient $30 pour les visionner. Oui. Mais ils se sont ravisés, en voyant que je crois ça faisait un peu polémique. C'est ça. Mais est-ce que justement sur le line-up 2021, vous pensez que les autres feront pareil ou pas du tout ? Ou je pense pas forcément à Disney, mais d'autres géants du streaming. Si c'est un modèle qui fait ses preuves, on peut le craindre, en effet. Même, je pense à ça. Le film là de Kairon sur Amazon Prime, sauf erreur de ma part, il était prévu pour une sortie ciné initialement. Par exemple. Non, parce que du coup c'était sur Amazon Prime. Alors à la base, mais ils ont pas racheté les droits justement. Alors à la base, ils voulaient le vendre effectivement dans les salles de cinéma, et en fait finalement il y a que Amazon qui a accepté. D'ailleurs vu le contenu, ça m'étonne pas. Pour avoir vu le film. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs au passage. Non. J'ai pas voulu m'infliger cette peine. J'ai tenu 1 heure. C'est déjà beaucoup. Ah ouais. Vraiment. Non, c'est vraiment pas terrible. Et pourtant, j'adore Kairon. J'adore ce qu'il fait. Mais là, je pense qu'il s'est égaré. Clairement, c'est dommage.
C'est dommage parce que j'adore ce gars, j'adore ce qu'il a fait avant, Nous trop rien, et ce qu'il avait fait après aussi. Malheureusement là non, son 3e film est totalement raté. Je pense qu'il l'a compris d'ailleurs. Ok, et puis d'ailleurs, c'est ce qu'on en a plus ou moins répondu, mais est-ce qu'on peut craindre aussi la même chose en France avec Zalto? Non, peut-être pas avec Zalto, mais en tout cas, est-ce qu'on peut... Zalto, tu dis ça? C'est Salto. Salto ou Zalto, je sais pas. Salto. C'est pour ça qu'il ne comprenait pas à l'école, Gauthier. Faire un salto, il ne comprenait pas, il faisait des altos. Des altos, exactement. Non, ouais. Est-ce qu'on peut craindre contre la diffusion du Capitaine Marlowe sur Salto? Je sais pas. C'est compliqué, hein. Le cinéma français dans son ensemble, c'est... On peut pas dire que c'est super comparable. Alors après, comment dire, quels seraient selon toi les géants en France du coup, parce que hormis Canal et qui diffuse sur cette plateforme. Voilà, exactement. Je pensais à MyCanal, je pense effectivement à Salto, qui sont. Alors, c'est pas des géants du streaming. Hein. MyCanal, quoique en France, ils sont plutôt bien classés. Hein. Mais est-ce que justement MyCanal pourrait pas, par exemple, sortir un film Studio Canal, puisque c'est leur studio à eux, hein, en simultané justement sur MyCanal pour répondre à cette pandémie. Il pourrait le faire finalement. Moi personnellement, je serais étonné, je serais surpris. Ça fait pas partie de l'essence de Canal+ de laisser tomber le cinéma français. Ouais. Au contraire, hein, c'est leur marque de fabrique. Bon, c'est vrai que leurs abonnements, ils l'ont fait pour le foot et tout, mais leurs abonnements aussi contribuent une forte partie de la production cinématographique en France. Je doute honnêtement que Canal vende son âme aussi facilement là-dessus, si tu veux. J'en doute fortement. Je serais le premier étonné. Et je trouve que notamment ce que faisait ce qu'indiquait Mus, c'est plutôt un groupe qui respecte la chronologie des médias de manière forte. Et je pense qu'aussi de leur côté, Canal, ça irait dans le sens de ce que tu pourrais proposer sur les plateformes. Tu peux t'abonner aussi pour la sortie d'un film qui va arriver sur leur écran, ce genre de choses, mais parce que tu l'as vu au cinéma, donc tu as le côté souvenir, tu as envie de le revoir. Donc il y a certains films, par exemple, quand ils sortent les Star Wars au bout de 9 mois ou je ne sais quel autre film, un James Bond qui sortirait, tu sais que dans 9 mois, tu peux potentiellement le voir sur le canal. Donc, sachant qu'ils ont un catalogue de films qui est intéressant, moi je trouve qu'à chaque fois, quand tu sais pas quoi regarder, si tu es abonné à Canal, que tu as le pack avec Netflix, tu as largement quoi faire, tu as de quoi patienter. Donc honnêtement, je trouve que je les vois très mal sauter le pas aussi facilement. Je pense que aussi ça pourrait nuire à la qualité de l'œuvre, si c'est juste pour se dire c'est pas grave, ça sort pas en ciné, donc on y va un peu moins de manière un peu moins impliquée. Honnêtement, j'en doute. Ouais. Et Mus, t'en penses quoi, toi? Pareil, j'y crois pas. Non plus. Ils financent le cinéma français depuis tellement d'années. De bout en bout, quoi. Je veux dire, soit, évidemment, ils produisent, mais je veux dire, au-delà de ça aussi, c'est les salles de cinéma derrière aussi qui font vivre indirectement. Et non, ils vont pas changer leur fusil d'épaule, je pense pas. Puis de toute façon, il y a la loi, encore une fois, la chronologie des médias qui pourront pas contourner, à moins que la loi change. Non, tout ça fait que de toute façon. Nous en France, je pense, comme je dis, malheureusement les salles morflent parce que elles sont fermées. Ou quand elles sont pas fermées, il y a très peu de fréquentation. Mais voilà. Mais je veux dire, par contre, il y aura pas les mêmes répercussions en France à ce niveau-là. En tout cas, pour moi, ça me paraît assez certain. Ça te paraît difficile, voilà. Parce que c'est vrai qu'en France, l'avantage, je trouve, c'est qu'on est vraiment protégé justement par cette chronologie des médias, on l'a déjà dit. Et c'est vrai que tous ceux qui la diabolisent d'ailleurs, parce que j'en vois beaucoup sur Twitter par exemple, ça veut dire qu'ils comprennent pas du tout à quel point ça protège la dérive des studios, les dérives des studios, et qui peuvent tuer nos salles de cinéma. Alors Canal+, ils sont à part parce qu'effectivement, ils financent beaucoup de projets aussi à côté. Donc, si je peux raconter un autre truc sur Canal. Il y a quand même aussi, faut voir aussi le nombre d'émissions qui sont dédiées au cinéma ou de documentaires qu'ils produisent également. C'est plutôt le sens à encourager justement les gens à aller au cinéma.
à remplir les salles pour aller. Ils font beaucoup de promos sur les films, ce genre de choses. C'est aussi eux qui retransmettent les cérémonies de remise des Oscars ou des Césars. Donc c'est quand ils sont acteurs majeurs, un peu forts, mais ils sont les garants du cinéma français, en particulier Canal+. Donc c'est là-dessus, je crois que si je dis pas une bêtise, ils ont participé aussi à la création des studios à la Plaine Saint-Denis, il me semble. Oui, ils ont fortement contribué. De Luc avec Besson, Luc Besson. Oui, il me semble. Donc, dans le projet, pourquoi pas à une moindre échelle, mais de concurrencer éventuellement la Cinecittà ou les géants américains, ou comment dire les géants américains à Hollywood, ce genre de choses. Mais ça n'arrivera probablement jamais à cette hauteur-là, vu qu'il y a un tel écart, un tel fossé et depuis tant de temps. Mais il y a la volonté là, et c'est cet effort-là qu'il faut soutenir. Mais non, mais complètement. Puis n'oublions pas, Canal+, c'est aussi le journal du Hard. Hein. C'est grâce à eux aussi. C'est un autre cinéma, effectivement, et on apprécie toujours. C'est aussi du 7e art. Hein. C'est aussi du 7e art, exactement, tout à fait. Hein. Oui. On embrasse Sébastien Toen, ancien présentateur, qui se dirait méchamment. En tout cas, voilà, il faut souligner encore une fois cette chronologie des médias qui permettent justement de protéger les salles de cinéma et aussi également quand vous achetez un ticket de cinéma dans une salle de cinéma, une partie de votre ticket est reversée effectivement au CNC pour les œuvres indépendantes et même du cinéma indépendant en général. Donc voilà, c'est toujours important de le souligner. Pour financer des artistes indépendants comme Solange te parle, par exemple. Tu vois, bon, ça, oui, merde, fait chier, ouais, c'est vrai. Je connais pas ça, Solange te parle. Mais écoute, elle est, alors, pour t'indiquer, elle est riviérophile, d'accord. Donc, elle fait l'amour aux rivières et elle se filme en train de faire l'amour aux rivières sur YouTube. Voilà. Et c'est financé par le CNC. Et après, tout le monde trouve ça normal. Donc oui, il y a une partie du CNC, je pense, au niveau du jury qui devrait se remettre en question. Notamment peut-être des proches de Solange te parle. Bon, écoutez, hein, on a bien financé La Flamme avec Jonathan Cohen, donc plus rien ne m'étonne. Hein. Il y en a plus, on rappelle. Et bien je pense qu'on peut passer à la deuxième news, mine de rien. Alors, deuxième news, selon Deadline, Oscar Isaac, alias Poe Dameron, qui aurait été retenu pour incarner Solid Snake dans le futur long métrage basé sur Metal Gear Solid. La réalisation a été confiée par Jordan Vogt-Robert, Jurassic World, Kong Skull Island. De son côté, Derek Connolly, Jurassic World, Pokémon Detective Pikachu et Pacific Rim Uprising, est en charge du scénario. Aux dernières nouvelles, la trame du film comporte surréalisme militaire et reste fidèle à l'ambiance voulue par Hideo Kojima, créateur du jeu vidéo Metal Gear en 1987. D'ailleurs, Jordan Vogt-Robert est un ami proche de l'artiste japonais. Lancée en 1998 sur PlayStation, la franchise Metal Gear Solid suit les aventures de Snake, un soldat infiltré dans une usine qui fabrique des armes nucléaires. Au fil des péripéties, il va se heurter à Foxhound, une unité des forces spéciales passée du côté obscur. La série a lancé le genre du jeu d'infiltration. Metal Gear Solid représente plus de 33 millions de jeux vendus dans le monde. Question, qu'est-ce que vous pensez du choix de Oscar Isaac en Solid Snake ? Eh bien, il va falloir qu'il soit un peu plus discret qu'en Poe Dameron, quoi, parce que sinon, ça sera pas super fidèle à l'ambiance du jeu voulu par Hideo Kojima. Non, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas Oscar Isaac. Après, est-ce que je verrais quelqu'un d'autre à sa place? Je pense, comme ça, d'emblée, je vois pas. Il faut quelques minutes pour y réfléchir, je pense. Mais... On rappelle que la voix originale, c'est Kiefer Sutherland qui fait la voix originale de Solid Snake au passage. Ouais, c'est ça. Une voix un peu particulière, un peu graveleuse. Voilà. Il t'a fait kiffer du coup. En l'occurrence, Oscar Isaac, moi après, je le vois uniquement dans ses rôles dans les Star Wars. J'ai pas comme ça de souvenir de l'avoir vu dans d'autres films. Annihilation. Comment ? Non, je déconne. Annihilation, ouais. Encore des films que t'as trouvé chez nous, ça, non ? Non, c'est sur Netflix, avec Nathalie Portman. J'ai pas regardé, j'ai pas osé. Je le regarde pas. Ok, franchement, le personnage au cédar à la fin du film, c'est affreux.
Et pourquoi pas, après tout, hein, il faut laisser sa chance au produit et puis on verra ce que ça donne en Solid Snake. Mais comme ça, d'emblée, j'imaginais pas forcément ce rôle. Parce que Solid Snake, c'est quand même quelqu'un qui est un peu buriné par le temps, par les épreuves. Oscar Isaac, il a un peu un profil quand même assez lisse. Donc, sûrement Poe Dameron qui fait que c'est un peu lisse. Oui, certainement, c'est possible. Ça joue, hein. Je veux dire, il y a toujours c'est un peu comme je disais sur ce que je disais sur comment The Last of Us. Est-ce qu'il y a toujours une vraie volonté, si on veut rester fidèle à l'ambiance du jeu, est-ce qu'il ne faut pas un acteur qui colle un peu plus à l'image du personnage tel qu'il a été dessiné, on va dire, imaginé par Hideo Kojima. Voilà. Mais après, pourquoi pas, on peut toujours se réapproprier le rôle. Donc je sais pas ce que t'en penses, Thomas, et toi, Gauthier. Je sais pas. Bah, physiquement, il colle pas trop au rôle, mais bon, c'est The Rock pour quelqu'un qui doit être solide. Je me dis, ça, tu vois, ça me semblerait évident, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je dis ça. Tu verrais The Rock, toi, dans le rôle. Non, pas du tout. C'est fou. T'es fou. Non, voilà. Non, pardon. Blague à part, non, en vrai, ce qui me fait juste un petit peu peur, c'est c'est l'équipe, tu vois, en charge du truc, parce que c'est peut-être un avis de Hideo Kojima, je veux bien. Mais tu sais, quand je vois le passif, si tu veux, enfin, je me dis oui. Bah, en fait, non, mais ça va être du film certainement bien fait sur le plan technique, enfin bien fait, tu vois, ça va quoi. Mais bon, ça manque d'âme souvent, tu sais, ces films, c'est des blockbusters un peu aussitôt vus, aussitôt oubliés, si je puis dire, que pas très marquant. Et j'ai un peu peur du coup que ça ne rende pas, ça ne rende pas ces lettres de noblesse, tu vois, c'est pas cinématographique. Puis d'ailleurs, faut être honnête, hein. Combien d'adaptations de jeux vidéo au cinéma ont été vraiment réussies c'est ce qu'on disait sur The Last of Us, hein, effectivement, ça fait un peu peur parfois. Contrairement à The Last of Us, qui a une Dream Team, ici c'est pas vraiment le cas, effectivement. Après, Oscar Isaac, ça peut être un bon choix. C'est vrai que c'est pas le premier acteur dans lequel j'aurais vu en Solid Snake. Après, c'est un acteur bankable du moment, on va dire, avec ce qui s'est passé avec Star Wars. C'est pas un mauvais acteur dans l'absolu, mais est-ce qu'il est fait... Ouais, voilà. Oui, après la direction d'acteur fait certainement aussi. J'aime pas toutes ses prestations, hein, perso, mais pourquoi pas. Après, j'espère qu'il aura le background qui va avec. C'est ça qui me fait un peu peur. Comme disait Gino, le petit côté lisse qui peut parfois, on peut le remarquer sur certains rôles, pas forcément que dans Star Wars, hein, mais que ce soit dans Sucker Punch ou dans Drive encore. Il a fait d'autres films aussi où. Enfin voilà, on le remarque pas trop, mais par exemple, il avait fait aussi. Il a joué dans Robin des Bois aussi, de 2010. Voilà, c'est pas. X-Men Apocalypse aussi. Il jouait Apocalypse, hein, carrément. Il était pas mémorable, hein, mais bon. Après, voilà. Après, c'est pas que sa faute. Hein, oui, c'est pas que sa faute, c'est vrai. Le personnage a été écrit aussi. Et juste une question aussi également, sans parler de Oscar Isaac, mais voilà, qu'est-ce que vous pensez du jeu en général ? Eh bien, tu vois, on pensait à la question la semaine dernière, les jeux qui pouvaient être adaptés au cinéma. Bah, celui-ci, franchement, il en fait partie, hein, de cette lignée de ces jeux qui ont un scénar, mais alors génial. Bon, ok, il y a des trucs qui ressortent un peu de la science-fiction, mais c'est ce genre de jeu. Pour moi, c'est le jeu presque iconique de la PlayStation 1. Pour moi, c'est un des jeux iconiques, quoi. Ce personnage, même si c'était sorti sur Nintendo en premier lieu, même Game Boy, je crois, une Game Boy, les premiers. Sur la NES, je crois en 87, c'était sur la NES, et oui, peut-être sur Game Boy aussi. Mais pour moi, Solid Snake, c'est un des personnages au même titre que Crash Bandicoot qui marque une console, quoi. Et et ce jeu, en fait, il y a une ambiance. Il y avait un petit côté un peu transgressif parce qu'on jouait à ça, on était gamins, c'était pas forcément nous le public cible, on va dire. Et on prenait un tel plaisir à jouer à ce jeu. Le côté, ça a complètement apporté aux jeux vidéo des notions d'espionnage, des notions d'infiltration qu'il n'y avait pas forcément dans les jeux. Ça sortait vraiment des standards de base. Et l'histoire, le récit est complètement adaptable au cinéma. Alors après, le danger, c'est comme pour The Last of Us, qui est un jeu mémorable de la PS3 puis de la PS4. Le défaut, c'est que nous, en tant que joueurs,
on se soit trop attaché au scénar du jeu vidéo et que l'on en vienne un peu comme les lecteurs d'Harry Potter à pointer tout ce qui ne va pas dans la retranscription, si tu veux, en version cinéma. Mais l'idée est bonne, je suis curieux. Alors après, c'est vrai que comme dit Moss, le nombre d'adaptations en jeu vidéo qui ont pu être faites, qui sont catastrophiques en film, je suis d'accord, mais on attend avec impatience Monster Hunter avec Mila Jovovich. Oh là là, mon Dieu. On attend Gran Turismo avec Sébastien Loeb. Putain. Non, mais sérieusement, je trouve que l'idée est intéressante, mais risquée. Et toi, Moss ? C'est pas n'importe quoi. Metal Gear Solid, c'est vraiment un jeu qui a marqué notre génération de trentenaires. Tu vois, c'est ça qu'il faut mettre en évidence, quoi. Ouais. Non, bah voir. Effectivement, je suis plus sceptique encore une fois sur comment ça va être adapté. Enfin, après. Non mais par rapport au jeu, toi, c'est quoi ton rapport au jeu? Oui, pardon. Judo, moi j'ai joué brièvement. Oui, c'est vrai, t'as raison de recentrer le débat. Oui, le jeu, moi j'y ai joué brièvement, mais pas beaucoup. Hein, je dois avouer, sur PlayStation 1 aussi également. C'est pas le jeu auquel j'ai pu jouer, mais c'est vrai que je prenais beaucoup de plaisir à me déplacer en carton notamment. Ça, c'est... Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes qui se sont amusés à dire le film qui va faire un carton. Lol. Oui. Ils pourront confier le rôle du ninja à David Marsay qui ferait ninja comme ça. Pas bête. Une adaptation française peut-être. Peut-être. Non, mais ouais. Après, c'est vrai que c'est quand même une série de jeux quand même culte, hein, je dirais, qui a traversé quand même les époques, puisque pour la PlayStation 5, on ne sait pas évidemment, mais jusqu'à la PlayStation 4, on a eu des opus quand même. Et puis après, toi, Gauthier, tu as plus joué que moi, mais a priori, plutôt bien dans l'ensemble. Hein, ça s'est toujours tenu, j'ai envie de dire. Oui, pour moi, c'est le genre de jeu, voilà, ça fait partie des chefs-d'œuvre carrément de la PlayStation. Complètement. J'ai beaucoup aimé le premier, forcément. J'ai fait les autres aussi également. J'ai beaucoup aimé le 2. Le 3 qui revient sur le passé de Solid Snake était excellent aussi. Alors, il y a juste le 4e que j'ai moins aimé, d'ailleurs, sur les 5. Le 4e, je ne me souviens plus. C'est... Quand il est vieux. Ouais, c'est pas... Sans spoiler. Voilà, c'est pas The Phantom... Non. The Phantom Pain, c'est le 5e. Et le 5e, par contre, j'ai adoré le 5e. Le pain du fantôme. C'est vraiment... c'est vraiment excellent. Je suis très bon en anglais. Si jamais vous avez l'occasion, le Phantom Pain est vraiment excellent et encore aujourd'hui, je pense qu'il est, il fait partie des meilleurs jeux de PS4, PS3, PS4 parce que c'était de la cross-gen. Après, le truc c'est qu'on connaît très peu de choses sur le projet, ni même son histoire, donc on ne sait pas s'ils vont adapter le 1, le 2, le 3, le tout en même temps, enfin on sait vraiment rien. Et je pense que par contre il va falloir prendre beaucoup de liberté drastique afin de garder en fait là où les messages d'origine du scénario et aussi ne pas être ridicule en film, c'est ça le problème, ce qui peut facilement basculer dans le nanar hein, si on adapte en fait fidèlement le jeu vidéo, parce que nous en tout cas en version française quand on joue au premier, je sais pas si vous vous souvenez du doublage, tu veux qu'on se tire l'oreille, c'est que des trucs comme ça, donc c'est vraiment assez ridicule en fait en vrai. Si on l'adaptait brut de pomme comme ça, le jeu vidéo, même malgré que j'ai beaucoup aimé le jeu vidéo, malheureusement ce serait un nanar. Hein. Il faut vraiment prendre des libertés. Hein. Et les hommages au cinéma transpirent déjà hein, de partout dans le jeu vidéo. Donc le fait qu'il se retrouve, en tout cas sur grand écran, ne m'étonne pas. Par contre, en termes de jeu vidéo, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a rien à dire. Par contre, en film, faudra prendre des libertés. Alors, ça vient avec ma question, justement, est-ce que l'adaptation est une bonne idée également? Ah oui, moi je pense que c'est une bonne idée, mais comme tu dis, faudra prendre des libertés, ça c'est certain, parce que tu pourras pas avoir que des héros qui ont un pouvoir, soit de... Je crois qu'il y en a un qui a un pouvoir de télékinésie, ce genre de choses, il contrôle l'esprit de Solid Snake. Fallait prendre l'autre manette pour le battre. Exactement, c'est ça. C'était original, quoi. C'était exceptionnel, ce genre de truc. C'était bien pensé. Mais ce genre de choses, en effet, faudra. Par contre, je pense qu'aussi, ce qui peut être important pour une bonne adaptation, c'est avoir des méchants charismatiques.
Sinon, le film tombera à plat. Parce que les méchants dans le jeu le sont, on va dire. Alors, ils apportent quelque chose. Tu as un sentiment de pas de crainte, mais tu te dis voilà, ça va être compliqué, ça va être dur, ça va être un moment où ça va être difficile. Ouais, voilà, exactement. Celui qui la bombe là aussi, là, celui qui pose des bombes, je sais plus. Enfin bref, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, mais j'en ai encore quelques passages. Mais il y a un contexte. Faudra aussi garder cette idée, peut-être, je sais pas, d'une plateforme pétrolière comme c'était sur le 2, je crois, ce genre de choses. De garder un espace clos, faut sentir comme un espèce de huis clos en fait sur ce genre de film. C'est les mêmes mais bases, avec voilà, mais avec comment dire. Ouais, pour moi, ils sont toujours intéressants. Hein, c'est une grande épopée d'espionnage en plus. Hein, il faut que tu aies des méchants charismatiques. Ça fait souvent un film quand même ambitieux quant à ça. Si jamais t'as qu'un seul héros qui, voilà, bah non, tu tomberas dans un, comme tu parlais en rigolant tout à l'heure de Max Payne, l'adaptation du jeu en film, c'était une catastrophe, quoi. Voilà, c'était bourrin. Et voilà, et bon, pourtant, c'est très film. Enfin... C'est fidèle au jeu, au premier, on va dire, mais c'est pas non plus, voilà, t'as pas un méchant de l'armure. C'est fidèle, hein, moi personnellement, il y a deux trois idées effectivement du scénario original, mais c'est pas non, c'est pas pour avoir joué au jeu et regarder le film, honnêtement, putain, il y a pas beaucoup de similitudes, hein, ils ont pris plein de libertés, mais ridicules. Honnêtement, pourquoi pas, mais faut que, comme tu dis, il faut prendre quelques libertés. Mais moi, je reste quand même assez puriste sur le côté jeu vidéo, parce que bon, contrairement à Mus, moi, c'est des jeux auxquels j'ai joué énormément, donc j'ai un côté attachement à ce personnage de Solid Snake. Donc tant que le personnage est respecté en soi, que l'histoire raconte quand même les fondamentaux de la série, ça devrait pas trop me choquer. Si je vois pas un ninja qui s'évapore dans une fumée, si tu veux, je serais pas choqué, parce que bon, faut rester terre à terre aussi. Ou Ocelot qui se régénère au bout d'un certain temps. Non, ok, voilà, je crois que c'est ça. Des trucs, voilà, ouais, ça. Voilà, et ça, si tu veux, je comprends, mais par contre, j'attends des duels épiques ou ce genre de choses. Voilà, c'est tout. Après, à voir, mais c'est le défaut quand tu idolâtres une série, c'est d'être forcément déçu parce que tu t'attends à quelque chose qui te rappelle des souvenirs énormes que tu as connus gamin, quoi. Voilà. Et toi, Mus, t'en penses quoi? Si l'adaptation est une bonne idée, je dirais oui en soi, parce que c'est un univers riche et intéressant qui n'a jamais été adapté, donc dans l'absolu, je dirais que je peux être que pour, mais encore une fois, ce qui me fait peur, c'est toujours l'aigri qui sommeille en moi, enfin il sommeille jamais beaucoup. Oui. Ce qui me fait un peu peur, c'est l'équipe qui entoure tout ça, quoi. Voilà, j'ai juste peur que ça nous donne encore un énième film sans âme. C'est un film, encore une fois, fast-food, ou aussitôt oublié, quoi. Comme il en tombe des dizaines chaque année, quoi. Donc c'est plus ça, et du coup que ça rend pas vraiment hommage à la qualité générale de la série de jeu, quoi. Donc c'est plus ça, quoi. Donc on verra, écoute, hein, on jugera. Moi, donc sur le principe, oui, pourquoi pas. Après, on va dire qui chapote. Je suis sceptique, mais je demande qu'à être agréablement surpris en fan. Et je vais rejoindre Mus là-dessus. Je suis vraiment sceptique, dans le sens où déjà l'adaptation peut être casse-gueule. Déjà, si on n'a rien compris à l'univers, même si on est fan, bon, il y aura Hideo Kojima hein, derrière, hein, mais bon, quand même. Surtout que lui, il a des délires à l'écriture parfois qui... What the fuck. Tu parles de l'adaptation de ce jeu en précis ou de l'adaptation au sens général? Au sens général, l'adaptation, parce qu'on ne sait pas ça va être quoi sur le scénario. Mais non, c'est sur ce film précis, pardon. Metal Gear Solid. Ok, d'accord, je préfère. Parce qu'en fait, l'adaptation, voilà, cette adaptation de Metal Gear Solid peut être casse-gueule. Encore une fois, on peut très bien crouler dans le ridicule. Et quand je vois le réalisateur qu'ils ont choisi, Jordan Vogt-Robert, pour le reciter, c'est un réalisateur connu pour Skull Island. J'ai, très peur. Oui, c'est de la merde. Ce gars n'a aucune personnalité dans sa réalisation. Alors, adapter Metal Gear, j'espère qu'il a pensé au moins à sa mise en scène, plutôt que de copier les plans du jeu en mode hommage. Un peu comme ce qu'il faisait dans Skull Island, d'ailleurs. T'as vu, hein, j'ai vu Apocalypse Now, est-ce que t'as remarqué mon hommage? Non mais connard, on s'en branle quoi, enfin, essaye de faire un film, parce que là, à part faire ton hommage, t'as fait quoi dedans? Parce que le message, on sait même pas c'est quoi ton message dedans. Tu parles de King Kong, t'as loupé ton message, c'est nul à chier, on ressort du film, il en ressort rien, c'est du vide intersidéral. Et c'est est-ce que pour sauver le film, faudrait pas
rappeler le plus grand acteur de tous les temps dans une adaptation de jeu vidéo, Christophe Lambert, quand même. Et quel rôle il pourrait faire? Revolver au slot. Ah, il pourrait. Nouvelle coupe. Pour le nom du réalisateur, Gino, j'ai pensé à toi, là, tu sais. Le mec s'appelle Robert. Non, mais Robert Pires. C'est une chronique de Julien Cazard avec Robert Pires, ça m'avait fait marrer. Robert l'amoureux. Robert Wagner, Robert Whiteford. Nous, c'est Robert, tu me remets une Suze. Robert, envoie ton slip. Allez bien, on vous recommande Julien Cazard à l'époque d'M6. Ouais, très bien. Enfin, bref, on digresse, mais ouais. Donc non, mais t'as raison. Quand on voit ce qu'il a fait avec Sky Island, voilà, c'est pas top. Attends, du coup, voilà. Enfin, je voulais rebondir là-dessus parce que l'équipe, en tout cas, je suis désolé, hein, ça me vend pas du rêve. Et puis, alors, si je vais sur sa filmographie à lui, quand même. Il n'a pas fait des trucs extraordinaires. Hein. Ouais, c'est que des films pas connus. À part Kong Skull Island, honnêtement, c'est que des films pas trop connus ou alors voilà, des épisodes de série, quoi. Encore une fois, on est sur le côté un peu série. Est-ce que tu aurais eu une idée de réalisateur qui aurait été bon pour ce genre de film? Ouais, le réalisateur de Mission Impossible, tout simplement, les derniers qu'il a fait. Parce que pour moi, c'est un gars qui a tout compris à l'espionnage. Je suis pas trop fan de tous les Missions Impossibles, mais je trouve que ce qu'il a fait dernièrement, c'est quand même intéressant. Après, lui, il aime bien aller partout. Donc, il aime pas trop rester enfermé dans une base, par exemple. Donc, je sais pas si ça aurait convenu, mais je l'aurais bien vu, effectivement, réaliser. Moi, en tout cas, ça m'aurait hypé un peu plus. Là, je suis pas trop hypé, en fait, en vrai. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un très bon faiseur de films d'action, Christopher McQuarrie, et effectivement, lui, il aurait été parfait pour chapeauter ce film-là, mais tant pis, hein, on fera 100. Ouais, voilà. Toi, t'aurais vu qui, toi, Gino? Je sais pas, parce qu'avec l'esprit huis clos que je t'aurais dit, le nom me revient pas, mais peut-être qu'un réalisateur par exemple, qui a fait Panic Room, je sais plus qui c'est. David Fincher. Ouais, David Fincher. Fincher, c'est pas trop son truc, ça. Enfin, Metal Gear Solid, je vois pas réaliser un Metal Gear Solid. Non, voilà, mais après, dans l'espace huis clos comme ça, où il avait filmé qu'une maison, je trouvais que ça collait, l'histoire elle passait très bien, ce genre de choses. Après, dans les films d'espionnage, parce que bon, les James Bond, c'est devenu un peu moins d'espionnage, beaucoup plus d'action aujourd'hui, donc je suis pas sûr qu'un mec comme Sam Mendes serait le meilleur. Par exemple, mais honnêtement, là, comme ça, de but en blanc, je vois pas qui pourrait réaliser ce genre de choses. Bah si, Gérard Pires, enfin. Gérard Pires. Il s'est filmé l'action. Ah, c'est vrai. Exactement, il a même filmé Stallone dans Taxi 3, donc ouais, je dois lui reconnaître ça, quand même. Je dois lui reconnaître ça. Gérard Pires, ouais, exactement. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur cette news ou on passe à la troisième? Non. On peut passer à la troisième. Eh ben c'est parti. Alors troisième news, Ellen Page, actrice qui figurait dans les longs métrages tels que Juno ou encore X-Men, va devenir Elliot Page. C'est elle ou lui-même qui a posté une longue tribune sur les réseaux sociaux pour annoncer son coming out transgenre. Alors, la lettre disait « Chers amis, j'aimerais partager avec vous que je suis trans, mes pronoms sont il avec un S, et mon nom est Elliot. Je suis extrêmement reconnaissant des personnes qui m'ont soutenu dans ce trajet. Je ne peux pas dire à quel point c'est remarquable et de finalement aimer ce que je suis pour être finalement moi-même. J'ai été constamment inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant. » Alors, dans cette lettre, voilà, donc elle annonce qu'elle va devenir donc Hélène va devenir Elliot. Déjà, qu'est-ce que vous pensez? Enfin, vous pensez qu'il s'agit d'un acte plus politique ou d'une véritable news ciné, déjà? Pour moi, ni l'un ni l'autre. Pour moi, ça relève de sa vie privée seulement. Ça devrait en rester là, justement. Et peut-être qu'à défaut, ça en fait un acte politique, mais
c'est son choix après tout. Hein. Voilà, on n'est personne pour juger cet acte. Donc après, si elle se sent bien comme dans le corps d'un garçon, bah écoute, hein, tant mieux pour elle ou lui. Je sais pas comment on dit dans ce genre de situation. Je m'en excuse, mais c'est non. Honnêtement, je pense que le fait, alors. D'en parler, ça peut permettre aussi à certaines personnes qui seraient dans la même situation, étant donné que ça reste une personne publique, de pouvoir peut-être amener le débat. J'en sais trop rien, mais je crains que du coup cette démarche soit une facilité pour les studios de se dire allez, on va faire quelque chose un peu, on va cocher la case transgenre, on va mettre un acteur transgenre dans tel ou tel film, et voilà, un peu comme Disney le fait des fois avec des gros sabots, ce genre de choses, pour paraître bien, pour être, on va dire, c'est la bien-pensance même, et on va dénaturer une œuvre, ne serait-ce que, enfin, pas dénaturer, mais on va peut-être tout tourner autour d'un acteur et pas forcément autour d'une idée, d'un scénario. C'est ça. Après, voilà, ça reste. C'était une actrice géniale, donc peut-être que, bah, de toute façon, il n'y a aucune raison que ça change son jeu, donc son jeu d'acteur. Là-dessus, ça remet en rien ses qualités cinématographiques. Donc après, voilà, j'espère juste que, parce que j'ai cru comprendre que la carrière était un peu dans le creux de la vague, et c'est aussi un moyen de revenir sur le devant de la scène, peut-être. Voilà, je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'elle a un petit succès avec sa série Umbrella Academy, qui est adaptée d'un comics, mais c'est vrai qu'on la voit moins au cinéma, par contre, ça je suis d'accord avec toi. Ouais, voilà, au cinéma, ok. Non mais voilà, après, j'ai pas plus d'avis, j'ai pas non plus la prétention de dire, voilà, où je suis personne pour dire si c'est bien ou pas. Voilà, c'est pour moi, ça relève de sa vie privée, et peut-être que ça aurait dû en rester là, et tout simplement, quoi. Après, si on la contacte ou le contacte pour des films, c'est pour son talent cinématographique qui n'est pas à remettre en cause, loin de là. Et toi, Meus, tu en penses quoi? Bah, un peu comme Gino, après, c'est sa vie. Je veux dire, chacun mène sa barque comme il l'entend, hein, donc on est qui pour juger là-dessus, voilà, bon. Parce que la personne fait ce qu'elle veut, donc là je vais dire il en l'occurrence, hein, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler maintenant, mais oui voilà, comme je rebondis sur ce que dit Gino, je suis complètement d'accord, ça change rien, après ça c'est qualité en tant qu'acteur, en l'occurrence, et voilà, enfin je veux dire, acte politique, enfin ça, vu que c'est une personne publique tout de suite, bah, ça fait un fort écho derrière, bon, je veux dire, j'ai pas vraiment d'avis non plus sur le sujet, puisque bah... on n'a pas notre avis à donner, c'est sa vie là-dessus. Ouais, voilà. C'est plus là-dessus, quoi. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je ne me permettrai pas de donner de jugement là-dessus sur comment elle gère sa vie. Donc, il gère sa vie, pardon. Autant pour moi, lapsus. Alors, on fera souvent le lapsus, hein, je pense. Mais c'est vrai que, déjà, avant de répondre à la question, déjà son texte est plutôt assez fort, et j'espère qu'il il aidera d'autres personnes, effectivement, dans la même situation, qui se cherchent encore, on va dire. Et évidemment, cela reste toujours très courageux de sa part. Après, donc le fait qu'elle l'ait fait via les réseaux sociaux, effectivement, ça indique juste une communication sur sa personne. Moi, ce qui reste gênant, à mon sens, c'est un peu ce qu'on fait, hein, vous allez me dire, c'est cette récupération qu'il y a eu, en fait, sur cette nouvelle dans les journaux, voire même peut-être les articles médias, internet, qui ont vite changé le prénom directement, comme ça, on pourra pas nous accuser de transphobes, et surtout de faire réagir via les articles putaclic. Il y a, comment dire, quelque chose de pervers derrière. Beaucoup de récupération en fait finalement de la part de l'industrie du cinéma et streaming comme Netflix. Et c'est ça qui était, justement, c'est pour ça que je voulais poser cette question, c'est le côté acte politique, finalement ça venait pas forcément d'elle, même si indirectement elle y fait part, mais c'est plus tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire cette récupération qu'on peut avoir dans les médias, en fait. Donc c'est pour ça aussi que je posais la question. Après, ça engendre une autre question également, or peut-être même Ellen Page, est-ce que les communautés dénaturent-elles pas la créativité cinématographique? Si tu veux, moi ça me fait penser un peu au débat qu'il y a eu à l'époque d'Autant en emporte le vent, où il a fallu changer des scènes, retirer des scènes de l'œuvre de base. Et pour moi, il y avait ce côté un peu, certes hypocrite, parce que c'était une œuvre, et ça reste une œuvre qui est toujours considérée comme une œuvre importante du cinéma, on va dire, du cinéma hollywoodien.
Et je pense qu'on va tomber peut-être dans ces facilités-là où les studios veulent surtout pas froisser leur image. Je pense à ça, mais quand on voit par exemple Disney qui met un peu de j'aime pas trop dire ça, mais de bien-pensance un peu partout pour ne froisser personne. Je pense que s'ils réécoutaient la chanson dans l'animé qu'ils ont de Mulan, Comme un homme, voilà, vous ne serez jamais des hommes, vous êtes que des fillettes et tout. Je pense que s'ils réécoutaient leur chanson aujourd'hui, peut-être qu'ils la mettraient plus au programme. Et pourtant, j'embrasse Patrick Fiori qui l'interprète magnifiquement. Mais si tu veux, il y a ce côté hypocrite où on va s'accaparer une cause qui est tout à fait noble, on va dire. Hein, voilà ce que fait Elliot Page maintenant, c'est de pouvoir aider certaines personnes à se sentir mieux dans leur être. C'est une cause noble, sauf que les cinémas derrière je pense, vont faire tout et n'importe quoi. Oui. Et sachant que c'est quelque chose qui reste, ils vont récupérer. C'est quelque chose aussi, j'imagine que c'est une démarche. D'abord, même si c'était une démarche de bien-être, c'est aussi une démarche qui est personnelle. Donc chaque être ne peut. Et je trouve que les cinémas vont s'accaparer des clichés, des a priori sur la communauté pour en parler dans leur film, et ça peut être fait à bonne comme à très mauvaise escient. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Ouais. Voilà. Mais après. C'est ce côté-là, et je crains, j'espère pour lui qu'on ne va pas le contacter, comme je disais tout à l'heure, juste parce que c'est l'icône de ce mouvement qui a lieu d'exister, et non parce que on a pensé à lui directement pour un rôle. Voilà, c'est ça qui m'inquiète. On va parler on parlera pas de choix artistique. On va prendre une personne parce que c'est telle personne. Voilà. Et c'est ça qui me gêne un peu. Voilà. Et c'est en gros, on cultive l'indifférence, comme disaient les trois frères. On cultive l'indifférence et non la différence. Non, mais pour être un peu plus sérieux, voilà, c'est comme une sorte d'hypocrisie de la part de l'industrie. Voilà. Je trouve que les studios, l'industrie du cinéma trouve des arguments pour bien se faire voir, pour récupérer, comme tu dis, un peu comme le font les mouvements politiques, hein, de toute manière. Oui, oui, c'est un peu ça. Hein. On est dans cette dynamique-là, et je trouve que ça dessert les causes, au contraire. Voilà. Ouais. Et toi, Meus, tu en penses quoi? Est-ce que les communautés dénaturent la créativité cinématographique? Absolument. Absolument. Et ça, pour moi, c'est le cancer de la société américaine qui arrive chez nous aussi. De toute façon, là on part plutôt sur un débat sociétal en l'occurrence, hein, mais ce côté, tu sais, ils ont ça aux États-Unis au cinéma, le côté quota, le côté, tu vois, même surtout maintenant dans les meilleurs films d'Oscar maintenant, hein, oui, voilà, c'est ça. Voilà, pour l'attribution des Oscars, ça va être ça aussi. Il faut que tu aies tant de trucs, faut cocher les petites cases, tu sais, il faut toujours ça. Ça dénature. Enfin, ce qui fait aussi qu'un film est créatif, c'est sa liberté aussi derrière qu'ont les producteurs, les réalisateurs pour choisir qui ils veulent pour faire ce film, etc. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre s'il y a plein de blacks ou s'il y en a zéro, s'il y a plein de juifs, s'il y en a zéro, s'il y a plein de trans ou s'il y en a aucun. Je m'en contrefous. Ce qui compte, c'est que les acteurs soient talentueux, que ce soit bien fait, que le fond soit là, etc. Enfin, après, s'il y a de la représentativité, tant mieux. Tu vois, mais là, effectivement, ça va être un prétexte maintenant pour dire, vous avez vu, surtout Disney, de toute façon, c'en est la quintessence. C'est tout le temps ça. Il faut toujours on coche bien toutes les cases, hein, surtout. Hein. On a bien, alors c'est bon, on a le black, on a l'asiate, maintenant ça va être, on a le trans, hein, de toute façon, ça va être ça. Enfin, bref, tant mieux, hein, plus de représentativité. Mais pour moi, c'est pas une condition sine qua non. Ce qui compte, c'est la compétence. Comme dans une entreprise d'ailleurs, hein, c'est la compétence réelle, tu vois. Et voilà, et la qualité des acteurs. Voilà, après, franchement, c'est de la représentativité, tant mieux. Mais c'est pas le premier critère et ça doit pas l'être. Enfin, pas dans ce domaine. Et d'ailleurs, tu vois, je suis pas fermé, mais il faut pas tomber dans l'extrême inverse. Tu vois, c'est surtout ça que j'ai peur. C'est une question d'équilibre et voilà. Moi, de toute façon, ça va nuire à la créativité. Ça me paraît évident. C'est la situation avec les Oscars, on verra. Mais on y repense. Une fois, on en avait déjà débattu, Gauthier, brièvement de ça. S'il faut prendre le côté quota, que ce soit niveau ethnie, niveau orientation sexuelle, etc. Pour un film comme, je sais pas, par exemple Braveheart, il aurait jamais eu l'Oscar du meilleur film. Impossible. Il remplit aucun des critères. Enfin, je veux dire, donc c'est débile de s'arrêter à ça. Donc non, enfin, donc oui, qu'il y ait une personne comme du coup Elliot Page, personne de notoriété publique, qui
fait cette déclaration, c'est très bien pour les personnes qui se cherchent, comme tu l'as dit, etc. Par contre, voilà, je veux dire que quand on fait un casting, etc., ça ne doit pas être une condition sine qua non, c'est tout. Ouais. Voilà. C'est vrai que, oui, ça ouvre un autre débat, celui des communautés qui veulent être représentées de plus en plus. Alors bon, c'est bien gentil tout ça, personne ne pense au scénario, à l'acting de nos jours. C'est vrai, c'est la forme avant le fond, finalement, c'est ce qu'on disait. Oui, complètement. Un hétéro ne peut pas jouer un homo. Et vice-versa, que ce soit pas une règle absolue. Aujourd'hui, les communautés arrivent à faire pression sur les studios. Voilà. C'est pas pour citer Scarlett Johansson, qui s'est vue rendre un rôle de transsexuel, car elle ne l'était pas. Mais c'est oublier que le métier d'acteur, c'est d'endosser aussi un rôle et être quelqu'un de différent. C'est oublier aussi la prestation de Jake Gyllenhaal et Heath Ledger dans Le Secret de Brokeback Mountain. Oublier que Tom Hanks et Antonio Banderas dans Philadelphia. À l'inverse, un transsexuel peut également aussi jouer ce qu'il n'est pas. Une pensée à l'actrice trans Jamie Clayton qui pourrait jouer n'importe quelle femme tellement elle est talentueuse. Depuis leur coming out, il y a certains aussi qui sont catégorisés directement selon leur sexualité, comme Zachary Quinto, Jim Parsons ou encore Ellen et Elliot Page qui ont des rôles en fonction de leur sexualité plus que de leur talent. Aujourd'hui, maintenant, Ellen Page a joué beaucoup de lesbiennes ces dernières années, par exemple. Ouais, c'est très catalogué. Mais tu vois, ça c'est débile, tu vois, ce côté. Bah oui. T'es hétéro, donc tu peux pas jouer un homo, etc. Ça c'est débile. Regarde, on va prendre un exemple inverse. Moi, c'est l'exemple le plus criant qui me vient à l'esprit. Neil Patrick Harris est homosexuel. Il a fait Barney Stinson pendant des années. Un hétéro, macho, misogyne, tout ce que tu veux, gros dragueur. Tout ce qu'il est pas, quoi. C'était génial. Il le faisait super parce que c'est un très bon acteur, c'est tout. Et, on y a cru longtemps grâce à son acting, mais en fait. Parce que c'est un personnage, c'est pas lui, il joue un rôle, donc voilà. Et il faut pas oublier ça. Et ça marche dans les deux sens, du coup. Tu peux être un homo, jouer un hétéro, etc. Et inversement, enfin, on s'en fout de ça. Mais du coup, c'est pour ça ce côté quota, enfin, non. C'est juste que, est-ce qu'on te voit dans le rôle, est-ce que le personnage qu'on a en tête, est-ce que toi, tu vas bien interpréter, tu as saisi l'essence du personnage? Oui. Alors, en fait, on s'en fout en soi, sauf ça dépend si c'est un film historique, etc., mais on se fout de ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, etc. Ce qui compte, c'est que voilà, tu correspondes au profil du personnage qu'on veut. C'est tout, point. Bah oui, et je rebondis là-dessus. Ellen Page, bien qu'elle soit trans, lesbienne, on s'en fout quelque part. J'ai cru à ses prestations, que ce soit en tant que jeune fille enceinte à 16 ans dans Juno, ou comme tortionnaire avec un pédophile dans Hard Candy. Oui. C'est là qu'on reconnaît le talent et non la sexualité. C'est souvent la sexualité qui est maintenant mise en avant plus que le talent d'acteur. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, j'en profite aussi. Alors, vas-y, tu disais, Amos ? Pardon, je t'ai coupé. Je veux juste dire, non, mais c'est voilà, encore une fois, l'illustration pour moi, de la dérive de la bien-pensance. C'est le terme à l'américaine, tu vois, et ça dégouline, mais c'est souvent fait, on va rebondir sur le sujet que tu voulais aborder derrière, mais c'est teinté d'hypocrisie souvent, parce que c'est juste histoire de se donner une image de marque, tu vois, comme certaines marques, etc., et c'est pas toujours pensé, donc franchement, enfin bref. Oui, parce qu'on parlait d'hypocrisie dans cette industrie, et je rebondis là-dessus d'ailleurs, parce que Xavier Dolan, en fait, a fait un film également sur le sujet, avec Ma vie, avec John F. Donovan, je voulais le souligner, sur l'hypocrisie de l'industrie. Au début, les acteurs n'affichaient même pas leur sexualité, au point même d'inventer un faux couple pour la presse People. Aujourd'hui, les industries sont gay trans-friendly, car c'est politique, on va pas se mentir, c'est la bien-pensance qui fait vendre au détriment de l'histoire du film. Peu importe comment c'est amené, du moment qu'on vous représente. On repense à la scène finale de Star Wars épisode 9, avec ce rapide bisou lesbien qui est amené avec de gros sabots, comme disait Gino, histoire de cocher la case et pouvoir facilement censurer, ou en tout cas le censurer, pour les sorties en Chine. Le féminisme, au même titre que la sexualité, est illustré de façon parfois putassier, comme dans X-Men Dark Phoenix, et le monologue gênant de Jennifer Lawrence, qui parle de X-Woman, rappelez-vous. Sachant que les X-Men ont toujours prôné la tolérance et dénoncé le racisme et les différentes sexualités, on sent que c'est clairement un délire de producteur ou même de l'actrice engagée qui ont ajouté sans comprendre l'histoire des X-Men. C'est pour cela que parfois, ça peut nous faire sortir de l'histoire. Il faut que cela aide le scénario et son message. X-Men, c'est justement son propos. Pas besoin de balancer des punchlines à 2 balles. Il faut lire entre les lignes comme la subtilité des premiers opus. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'Ellen Page, ou Elliot Page, avait accepté le rôle de Kitty Pryde. Comme quoi tout est lié. Ouais. Complètement. Mais t'as ce côté vraiment hypocrite parce que tu vois, enfin, on n'en sait rien. On n'est pas dans les coulisses de l'industrie, mais tu vois, on voit des studios qui prônent cette tolérance, cette ouverture, ce qui sur le papier est très bien,
Sauf que, encore une fois, je mets ma main au feu que la plupart des producteurs, c'est des, entre guillemets, des Weinstein en puissance qu'on n'a rien à foutre. C'est des vieux. Non, c'est vrai. C'est pour ça que c'est juste pour dire, vous avez vu, ah non, c'est ce qui marche auprès du grand public en général, etc. Si on veut encore des entrées, il faut se montrer progressiste, etc. Oui, donc en fait, voilà, vous êtes des opportunistes, mais vous pensez pas vraiment. Enfin, tout à fait. C'est ce que je pense. Pour moi, ils en ont rien à faire des problématiques des uns et des autres. Quand on prend toutes les causes qui sont justes et la lutte contre le racisme, contre l'homophobie, la transphobie, le féminisme, toutes ces choses-là qui sont des causes justes, on les dénature. Je trouve que on en fait trop, et c'est pour ça que je parlais que le cinéma joue avec des codes qui sont des fois complètement biaisés et qui font que on tombe dans des clichés, mais alors sans saveur, et qui desservent les causes qui disent vouloir défendre lors de la promotion des films, et c'est pas bon du tout. Si on devait, moi, c'est un exemple qui me paraît pour moi être bon par rapport à un truc qui ferait avancer la cause. Non, ça j'en parlerai après de James Bond si tu veux. Mais moi j'ai adoré les films Ocean's 11, 12, 13 avec George Clooney, tout ça. Ouais. Et par curiosité, je me suis dit, j'ai regardé Ocean's 8 où le casting est féminin et autres. C'est pas le meilleur film du monde, mais j'ai trouvé que ça donnait une image de femme forte, tenace, ce genre de choses. Et je trouve que sans en faire trop, c'était un film très correct, très bon, et que justement, on va dans le bon sens avec ce genre de. C'est pas les meilleurs films, j'en conviens, hein, on est bien d'accord, mais je trouve qu'il n'y a pas de message ultra féministe ou ce genre de choses. On montre juste à l'écran des femmes fortes et qui n'ont pas besoin de messages supplémentaires pour montrer qu'elles sont fortes et qu'elles sont, voilà, c'est ça qui me paraissait des films intelligents. C'est plus la pré-prod en fait de Ocean 8 qui a été plus politisée que le film en lui-même. Alors moi j'ai pas vu le film parce que ça ne m'intéressait pas, mais la pré-prod était axée sur on va faire un film avec des filles, Ocean 11 avec des filles. Ok, et ça apporte quoi? Je suis d'accord avec toi. Après, moi, ce que je voulais voir, c'était un film à l'essence d'Ocean's 11. Et j'ai eu ce film. D'accord. Je l'ai eu. J'ai eu l'essence d'Ocean's 11. C'était très bien. On pourrait très bien ne pas avoir vu les premiers films de Soderbergh et regarder celui-là. On passe un bon moment devant ce film. Tu vois, c'est comme quoi. T'as eu de la chance parce que moi, j'ai pas eu mon SOS Fantôme. Hein. Ouais. J'ai pas vu SOS Fantôme, celui-là, je l'ai pas vu. Et puis, quand tu parlais je vais peut-être partir à contresens, mais quand tu parlais en blaguant de James Bond, quand j'entends souvent que on veut mettre James Bond, on veut qu'il devienne un homme noir, ou alors une femme, ce genre de choses. Oui. Ça paraît à contresens ce que je vais dire. Pourquoi pas? Si tu veux mettre un héros, un agent secret des services britanniques qui soit de couleur ou qui soit une femme. Mais pour moi, dans ce cas-là, il ne doit pas s'appeler 007 ou James Bond, parce que James Bond, pour moi, voilà, pour moi, c'est le mâle alpha, séducteur de base, blanc, anglais, dans son costume qui boit ses vodka martini. Pour moi, c'est l'image, c'est Sean Connery, c'est Lazenby, c'est Brosnan, c'est Daniel Craig. C'est cette image-là. Par contre, si tu mets un équivalent, par exemple, le fait par contre qu'ils aient mis Moneypenny avec Naomi Harris dans les derniers films, je la trouve superbe là-dedans, dans ce rôle-là. Oui. Elle est très bien. Et c'est là, je me dis, pourquoi pas un équivalent de James Bond en féminin, ça serait génial, ce serait super, mais dans ce cas-là, le matricule 007, pour moi, ne peut pas être réattribué à une autre catégorie de personnes. On peut très bien imaginer un James Bond féminin avec un autre matricule. Tout à fait, bien sûr. Exactement, 008, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais 007, ça reste dans l'imaginaire de tout le monde. James Bond, ça reste Daniel Craig ou Brosnan ou Roger Moore ou ce que tu veux, ou Sean Connery. Ouais. Voilà, ça reste dans cet imaginaire collectif. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou est-ce que voilà, on a terminé?
Ouais, moi j'en ai marre de ces ressucés, ces sauces féministes et compagnie. Moi ça me gave. Moi personnellement. Ah non, mais bon. Non mais enfin c'est sûr, c'est trop dur de demander aux producteurs, aux scénaristes d'inventer des univers originaux, ça c'est sûr. Non mais c'est vrai. Tu vois, moi je suis désolé. Enfin pour ma part, les SOS Fantômes version féminin et compagnie, j'en ai rien à branler. Enfin inventez-moi des trucs originaux quoi. Encore une fois, c'est sûr, ça sort pas comme ça d'un claquement de doigts. Faut se creuser la tête. Mais tu vois, je veux dire. Moi, j'ai pas aimé alors j'ai pas vu les deux films, il n'y a qu'un des deux films que j'ai vu, mais au moins on a une tentative un peu originale de faire quelque chose. Il y avait un film avec Charlize Theron qui était pas terrible, mais Atomic Blonde. Atomic Blonde, ouais. Ouais, espionne, et un autre avec Jennifer Lawrence, un peu dans le même style, qui est sorti dans la même période. Sparrow. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas ce que Red Sparrow, je l'ai pas vu, mais bon, Atomic Blonde, à part une scène qui était sympa, le film était pas du tout mémorable, mais bref, au moins, je salue au moins l'initiative parce que c'est original, c'est pas un vulgaire remake version féminine, quelque chose qui existe déjà, quoi. Je préfère ça, tu vois, que sinon ça va être quoi dans quelques années, on aura un Indiana Jones, on va avoir enfin non mais tu vois ça va être des trucs comme ça bientôt, tu sais, on va avoir ça, le Drambo, enfin ça va être quoi, non mais s'il te plaît, la marraine. Ouais, c'est ça, la marraine, enfin, voilà, on peut aller loin comme ça. La marraine. Non. Merci, attention. Là où je suis d'accord avec toi, Gino, c'est pourquoi pas faire un spin-off typiquement James Bond, tu fais en parallèle un autre agent féminin, etc. Aucun problème, avec plaisir, pas de problème, en parallèle, pas en remplacement d'eux, tu vois. C'est ça que. Voilà. Et c'est surtout ça, quoi. Donc voilà, soit vous faites pour développer l'univers déjà connu, vous faites un nouveau personnage féminin avec grand plaisir, s'il est bien interprété, bien écrit, avec grand plaisir. Mais si c'est juste pour faire par exemple du remplacement de choses masculines, de remplacer par la chose féminine juste copier-coller, j'en ai rien à foutre. Moi. Personnellement, je m'en fous. Donc c'est pour ça que je demande un peu plus de créativité, quoi. Tu vois que un peu plus d'inventivité. Bah, après, je sais que c'est pas facile, mais voilà. C'est juste ça qui m'agace. C'est souvent parce qu'ils veulent s'engager sur une marque. Souvent, James Bond, ça reste une marque. Ouais. Non, mais c'est pour ça que tu vois, je terminerai juste en disant qu'en fait, pour moi, que ce soit dans la vie ou au cinéma, finalement. L'homme et la femme doivent être complémentaires l'un de l'autre et ils doivent pas se remplacer. Tu vois, c'est ça. Ok. Ils ne doivent pas non plus s'affronter sur un plan philosophique comme dans Captain Marvel. Ouais, on n'est pas ennemis. Sauf si on peut s'il y a un bon scénar, mais c'est pas voilà, on n'est pas ennemis, on est là juste pour se compléter avant tout, quoi, je pense. Donc voilà. Quelque chose à ajouter ? Non. Non. C'est mon dernier mot. Ok, très bien. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter et mettre un pouce bleu. Nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles puisqu'elles réouvrent le 15 décembre. Obscur pour de nouvelles aventures. Bonne soirée. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Avant que ça empire. Il y a eu un cours en SVT là-dessus sur comment la grossesse conduit souvent à avoir un enfant. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. T'es sûr de ce que tu fais ? J'ai des fiches très détaillées sur l'anatomie humaine. Je m'en doute. Ça fait de vous un tueur plus efficace, n'est-ce pas ? Exact. Non mais t'es fou, pourquoi tu hurles comme ça ? Toutes les 5 minutes, il y a une